Voyage en récit, François Doss. Geoffroy Scrive. Aujourd'hui, au programme de notre conversation, François Doss, peut-être avant de parler de philosophie, peut-être faut-il parler d'un aventurier. Cet aventurier, Michel Serres, aventurier évidemment de la philosophie, mais de toutes les matières qu'il a pu aborder, se refusant à les découper, à les segmenter, à les compartimenter. Et peut-être est-il étonnant, je me suis rendu compte de cela en venant vous voir dans le train, qu'aujourd'hui est la fête de quelqu'un dont j'ignorais même jusqu'au prénom, Artélaïs. Et en recherchant un petit peu, la sainte qui porte ce nom-là était une romaine du VIe siècle ou Justinien qui refusa les avances de Justinien. Mais il faut remonter un peu plus haut encore, puisque dans la Grèce antique, Artélaïs était la déesse des arts, des sciences et de la pensée. Peut-être pouvons-nous qualifier quelque part Michel Serres de descendant, de fidèle peut-être de cet Artélaïs dans le lien qu'il fait entre les arts, les sciences et l'expression de la pensée, François Doss. Oui, vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de Michel Serres et de son parcours, au-delà de la philosophie, vous le dites bien, à la croisée d'un certain nombre de modes d'expression artistiques, les sciences humaines, la philosophie et les sciences dures, car une des autres caractéristiques de Michel Serres est de faire le pont. Ça a été un peu le leitmotiv de toute sa vie entre deux cultures séparées en France par tradition, les sciences mathématiques, physiques, biologiques d'un côté, et puis les humanités classiques. Or, il a toujours tenu à établir justement, au-delà des barrières disciplinaires, ce contact entre les deux. Il stigmatisait ceux qu'il appelait les instruits ignorants et les cultivés, etc., qui connaissaient strictement rien aux sciences humaines. Et donc, ces ponts-là, puisque vous parlez de Dieu, qui comme ça inspire, qui sont des muses pour les êtres humains. Évidemment, il y en a un à citer à propos de Michel Serres, qui est Hermès. Bien sûr. Il a consacré d'ailleurs 5 volumes, publiés aux éditions de Minuit, à la qui communication. portent le titre Hermès, qui est le dieu effectivement de la communication, qui a ses pieds ailés et qui est le messager. Donc effectivement, Michel Serres qui a conceptualisé, défini la tâche même du philosophe de passer sur tous les continents, de faire le tour de tous les savoirs et de toutes les civilisations. C'est une tâche évidemment qui est allé partout dans le monde. Énorme. Et il est allé partout dans le monde. Il a été invité un peu partout, sur toutes les latitudes, surtout dans les 2 hémisphères. Et on y reviendra sans doute. C'est quelqu'un qui, il dit d'ailleurs dans la même phrase, qui adore les voyages et qui les hait. C'est-à-dire qu'il a comme une espèce de névrose de tout ce qui est départ, de tout ce qui est être en partance quelque part, au point d'ailleurs que chaque fois qu'il prend le train, chaque fois qu'il prend l'avion, il faut absolument qu'il soit accompagné. Il demande à ses étudiants, à ses amis, à ses proches, parce que il est bloqué sur le plan presque psychotique. Enfin, il a voilà une névrose qu'il appelle d'ailleurs sa névrose expérimentale, et qui chez lui touche quelque chose de très profond sur lequel on reviendra peut-être, qui est le fait qu'il est à la fois très enraciné dans sa région natale, à Agen, dans le sud-ouest, etc., où il est véritablement là, dans son élément. Très attaché à la Garonne, par l'activité la Garonne, de sa famille. Et qu'il appelle Garonne, d'ailleurs. Oui. Il personnifie, tellement il s'identifie à ce fleuve. Et en même temps, le fait qu'il ait choisi la philosophie avec cette tâche de encyclopédique et, comme vous dites, d'aventurier de la pensée, l'a mené hors de sa région natale. Et il y a là une dialectique, une tension d'ailleurs, qu'il a vécu très durement aussi, entre, pour reprendre les concepts de Deleuze ou Guattari, entre la déterritorialisation nécessaire pour faire ses voyages, mais en même temps la reterritorialisation, qu'on saisit d'ailleurs à la fin dans son dernier ouvrage publié à titre posthume, qui s'appelle Adichas, et qui porte le nom justement d'Adieu en occitan. Et
où on voit bien comment il revient d'ailleurs dans cette ville d'Agen, qui le célèbre chaque année. D'ailleurs, il y a à Agen des 3 journées Michel Serres à l'automne, où il est célébré dans son œuvre, où à chaque fois le point de départ est un de ses livres. C'est ça. Vous avez cité plusieurs noms, Deleuze notamment. Vous avez dit qu'il n'aimait pas les voyages, lui qui a beaucoup voyagé, ce qui fait penser quelque part à Claude Lévi-Strauss, qui commence Trisotropique en disant qu'il hait les explorateurs, lui qui fut ethnologue. Ils se sont connus. Plusieurs noms donc interviennent dans cette magnifique biographie chez Plon que vous consacrez donc à Michel Serres, sous-titre La joie de savoir. Ça n'est pas évidemment un titre innocent. Lui que vous qualifiez de philosophe de la communication, vous avez parlé d'Hermès, il n'a de cesse de créer des passerelles, de renverser les murailles disciplinaires pour favoriser les échanges. Et en plus, c'est un amoureux de la mer pour nous qui réalisons cette conversation pour une antenne brestoise. Il fut élève à l'école navale. Certains même de mes amis marins se souviennent de l'avoir vu comme étant invité à bord avec une intelligence vive, leur parlant de sujets auxquels ils ne s'attendaient pas forcément. Peut-être pouvons-nous justement lui donner la parole, si vous le permettez, François Doss, pour voir ce qu'il disait lui-même de la philosophie. Radioscopie, Michel Serres, Jacques Chancel. Les philosophes qui sont gens sérieux se perdent parfois et nous perdent dans des discours sans fin. Vous paraissez, vous, Michel Serres, être au contraire un aventurier, il faut le prendre dans le bon sens du mot. Hein. Merci beaucoup. Un aventurier qui attend les étonnements et qui parasite les idées reçues. Enfin, on va voir dans le courant de cette heure si cela est vrai. Alors, se fait-on une idée fausse des philosophes? Et qu'appelez-vous, vous, Michel Serres, qu'appelez-vous philosophie? La philosophie, on peut en donner 1001 définitions, bien entendu. Autrefois, lorsque j'étais plus jeune et plus optimiste, je disais toujours que la philosophie, c'était l'anticipation du savoir et des pratiques à venir. Et maintenant que j'arrive à 48-50 ans, j'ai un peu peur de cette définition. Alors, je recule un petit peu. Et je me dirais volontiers que dans philosophie, il y a 2 mots. Un qui veut dire la science et l'autre qui veut dire l'amour. Alors l'amour de la science ou la science de l'amour. Mais vous avez dit aussi lorsque j'étais un peu plus optimiste. Pourquoi? Les choses ont changé, la vie a bouleversé ce que vous étiez. Vous avez... on devient peut-être pas moins optimiste, mais un peu plus prudent. Lorsque je me promettais d'anticiper le savoir et les pratiques de demain, je me demande si j'y arriverai vraiment à anticiper les dites pratiques. Vous voyez, ce n'est quand même pas de la science-fiction. Non, maintenant je dirais amour de la science, un amour fervent du savoir et un savoir fervent de l'amour. Voilà, les deux. Vous êtes passé de la science, d'ailleurs, à la philosophie. Il faut bien le reconnaître, votre itinéraire est tout à fait particulier, Michel Serres. Et j'ai l'impression que l'homme, chez vous, c'est très souvent mis en question. Est-ce que ceci constitue pour vous, François Doss, peut-être un résumé de son parcours? Parce que là, il n'est quand même... nous sommes dans la fin des années 70, 80, quand il discute ainsi avec Jacques Chancel. On sent une évolution. Il parle d'ailleurs, qu'il réfrène son optimisme. Il le réfrènera aussi beaucoup plus tard avec ce livre vendu à plus de 300 000 exemplaires, Petite Poussette, qui s'adresse vraiment à tout le monde. Vous revenez sur le fait que vraiment des milliers de personnes, des milliers de jeunes sont venus le voir et acheter son livre, qui est vraiment accessible par tout un chacun. Et en même temps, quand on le relit aujourd'hui en 2025, on s'aperçoit que oui, peut-être est-ce là le livre d'un utopiste ou d'un éternel optimisme. Et qu'il le réfrène peut-être à la fin, comme il le dit là. Je dirais, je reprendrai son terme qu'il a par ailleurs employé quand on lui disait Michel Serres, vous êtes un optimiste. Il préférait le terme d'optimisateur. C'est quelqu'un qui va voir, d'abord qui est, Petite Poussette en témoigne, un technophile, c'est-à-dire qu'il est ouvert, c'est là où il est optimiste d'une certaine manière, il est ouvert aux mutations technologiques du présent qui lui sont contemporains. Il essaye effectivement toujours d'une certaine manière d'anticiper. Contrairement à ce qu'il dit, il est resté dans l'anticipation, on y reviendra. Ses travaux à la fin de sa vie, dans les années 90, sont quasiment prophétiques sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui au XXIe siècle. Donc je dirais que le XXIe siècle
et fondamentalement sous effet de serre, pour faire un jeu de mots qui renvoie quand même à une réalité. Donc il a toujours cette posture d'optimiser les choses, d'optimisateur, de voir ce qui est potentiellement positif par rapport à tous les discours de déploration. Vous savez qu'on entend très fortement et de plus en plus fortement des décadentistes, de gens comme Finkielkraut, qui était visé dans le livre de Michel Serres qui s'appelle C'était mieux avant. Bien sûr. La fameuse formule C'était mieux avant, qui ne correspond pas du tout à lui. Il est révulsé par rapport à cette formule, et d'ailleurs à juste titre il dit c'était mieux avant. Oui, pourquoi c'était mieux avant? Il y avait Hitler, il y avait Mussolini, il y avait Staline, il y a eu Pol Pot. Oui, c'était vraiment mieux avant, les massacres et l'extermination des populations dans les camps de la mort. Donc effectivement il se départit de ce genre de posture pour voir toujours un peu ce qui est à prendre et de positif dans les potentialités de l'homme et de la société. C'est là où il est très accueillant par rapport aux technologies modernes, et là, entre autres, avec justement les moyens, on parlait d'Hermès, de communication, de la modernité, Internet, et bon. Alors, il est évidemment cette optimisation se fait sur fond tragique. C'est ça. Sur fond tragique. Il le dira. Il le dit, il ne cesse de le dire. C'est-à-dire qu'il se présente lui-même, il le dit, et il dit que ça résume tout son parcours comme l'enfant d'Hiroshima. Voilà. Donc effectivement. Qui le fait quitter Naval. Et qui le fait quitter Naval. C'est-à-dire que effectivement, au surfond de cela, il y a la tragédie historique, et la tragédie historique qui va effectivement surdéterminer son parcours, puisque effectivement il fait Naval par amour de la mer, vous le rappeliez à juste titre. Son père était marinier, il draguait la Garonne, on l'appelait de manière un peu comique localement le marchand de sable, parce que effectivement, et c'était alors, contrairement à ce que dit Michel Serres sur son père, parce qu'il présente beaucoup ses parents, sa famille, comme une famille populaire, d'ouvriers, de paysans. Bon, il exagère évidemment beaucoup. Son père est un chef d'entreprise. Ce qu'il y a, c'est qu'il avait beaucoup d'admiration pour son père, parce que son père s'était fait tout seul. C'est un self-made man qui est parti de rien et qui est devenu un notable à Agen, avec une entreprise de dragage de la Garonne qui fonctionnait très bien, concessionnaire de chez Berlier. Il avait dans la région acheté une terre, il y avait un fermier qui travaillait pour lui. Donc c'était quand même bon. Il y a un passage très émouvant dans votre livre sur la route que fait Michel Serres pour aller à l'enterrement de son père. Alors il avait une admiration très forte pour son père, au point que il apprend le décès de son père à Clermont-Ferrand, et pendant tout le trajet de Clermont-Ferrand à Agen, qui est quand même pas à côté, il pleure. Oui. Il pleure. Et si vous lisez ses carnets de formation, son journal, il est totalement effondré. Il est au fond de la dépression, au fond du gouffre. Plusieurs fois, on y reviendra dans sa vie, mais là, en 63, avec la perte du père, c'est absolument énorme. Alors que le père demandait à son fils aîné, donc à Michel Serres, en fait, ce qu'il ne fera pas, c'est-à-dire que il voulait que son fils aîné prenne sa succession, la succession de son entreprise. Et il voyait dans Michel Serres, qui était un grand intellectuel tout de suite, qui plongeait dans les livres, une activité de fainéant. Mais qu'est-ce que tu fais? Il fait rien là. Bon, ça ne rapporte rien. Ça rapporte rien. Puis bon. Et alors que il était effectivement lui séduit par le savoir intellectuel, le savoir scientifique. Et qui passe une licence de maths. Et il fait Naval justement aussi parce que, alors par goût de la mer, il veut devenir père marinier, il veut devenir marin, et aussi parce que c'est des études, s'il réussit le concours, qui sont payées. Et il marchandait chaque année avec son père en lui disant mais papa une année supplémentaire, voilà. Une année supplémentaire. Et le père, comme les études étaient payées, il a accepté, donc il termine Naval, il termine major. Et au moment de signer le contrat, il se rend compte qu'effectivement, faire Naval, c'est être dans l'armée, et c'est l'avenir, c'est de faire la guerre. Et ça, il n'en est pas question pour lui, parce que effectivement, il y a eu Hiroshima. Alors Hiroshima, c'est quelque chose qui s'est dit, je veux l'approfondir. Comment se fait-il, lui qui était
très porté vers les sciences exactes, et les découvertes scientifiques, les innovations scientifiques, il s'aperçoit de la perversion totale de ce qui devrait amener l'émancipation humaine, la science, qui devient mortifère, instrument de mort, et avec la bombe atomique. Et là, d'où le détour vers la philosophie, d'où le fait qu'il va abandonner Naval en pleurant, parce qu'il pleure la mer qu'il va quitter pour Paris et Normal Sup, où il vivra pas des années particulièrement heureuses d'ailleurs, mais brillantes. Et là, il fait de la philosophie finalement en tant qu'enfant d'Hiroshima pour comprendre comment cette alliance incestueuse entre le pouvoir et la science a donné quelque chose qu'il appelle la thanatocratie, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir de mort où il va. Alors il est toujours un peu dans l'exagération, l'hyperbole. Il dit finalement Hitler a gagné la guerre. Hitler a gagné la guerre finalement. Bon, on n'ira pas jusque là. Mais effectivement, ça explique ce passage-là. Donc, vous voyez, alors, sur fond d'optimisme aussi, revenons sur cette question d'optimisme. Quand vous voyez Michel Serres dans ses conférences, quand vous l'entendez, etc., vous avez une impression d'harmonie. Harmonie, qui est le terme d'ailleurs de son philosophe préféré auquel il consacrera sa thèse, qui est Leibniz. Bon. Et donc, il donne une impression d'harmonie, ensuite, avec l'âge aidant, de grand-père idéal, qui vous explique, qui vous prend par la main, qui vous explique le monde, et dans tous ses aspects, parce que pour lui, il n'y a pas de découpure. Poussette en est un parfait exemple. Voilà, un parfait exemple. Et d'ailleurs, il était célébré par toute la jeunesse, etc. Et Petite Poussette, vous savez, c'est venu d'une observation qu'il a fait dans le métro, en voyant les jeunes filles fonctionner avec leur portable, avec les 2 pouces. Avec les 2 pouces. Qu'il ne savait, lui, pas faire. Exactement, à son âge, il est absolument incapable de maîtriser cet objet de cette manière. Mais ce que j'ai découvert et ce que je mets aussi en valeur dans cette biographie, c'est l'homme, Michel Serres. Cet homme qui est très aimé, cet homme qui incarne justement la joie de savoir, la joie de communiquer le savoir, mais qui en même temps est torturé, c'est-à-dire que extrêmement torturé, totalement torturé. C'est vraiment les montagnes russes, quoi. Ah, totalement. Dans ses rapports. Je suis pas psychanalyste, donc je vais pas coller une étiquette clinique, mais ça me fait beaucoup penser, évidemment, à une structure bipolaire, c'est-à-dire que. Vous écrivez le mot, Oui, je l'avance un peu, mais je et vous lui donnez la parole. J'ai sans doute évité l'effondrement et la folie, cette folie que je savais toute proche dès l'adolescence et sur laquelle j'écrivais pour l'exorciser. C'est aussi se soigner par l'écriture, chez Michel Serres. Et il écrira par ailleurs, j'écris parce que je pleure et j'écris pour ne plus pleurer. Oui. Et il n'aura cessé d'être ce qu'il appelle, ce qui est assez beau d'ailleurs, un lac de larmes. Et cela finalement toute sa vie, parce que il écrit Petite Poussette et puis il s'amende presque ensuite en voyant qu'il portait peut-être au nu une intelligence humaine qui est victime aussi de tentations, qui le font tomber, alors que ça pourrait, les résultats de sa technologie, des sciences pourraient nous amener à des résultats que lui jugeait parfaits. Bon, alors là, il regrette ceci. Non, je pense pas que ça vienne d'une désillusion par rapport ou une remise en cause de ce qu'il avance, je crois pas. Non, je crois que c'est structurellement depuis, là, je veux pas faire de la psychanalyse sauvage, mais quand même, j'ai découvert que s'il y avait cette espèce d'adoration, d'adulation de la figure paternelle, il qualifie dans ses mémoires, enfin dans son journal, dans ses cahiers de formation, qualifie sa mère de sclérose. Oui. Donc il dit la sclérose a un nom, ma mère. Oui. Donc il y a là effectivement eu un non-rapport dont il a beaucoup souffert très tôt, qui ne s'est pas fait. D'ailleurs au début je me disais est-ce que ça lui est réservé parce qu'il a une sœur et un frère. Non, apparemment sa mère était incapable d'avoir ce rapport affectif avec ses enfants. Elle l'a eu plus tardivement avec ses petits-enfants, mais elle a eu une éducation tellement stricte qu'elle était incapable d'exprimer cette affection. Or, Michel Serres en avait besoin, c'est-à-dire qu'il a un besoin d'être aimé, qu'on saisit d'ailleurs très bien quand on l'entend, quand on le voit faire ses conférences. Et c'est pas seulement une adhésion à ses thèses, c'est
le fait d'être aimé, qui va d'ailleurs chercher chez les femmes, un peu toute sa vie, à combler ce qui n'est pas, ce qui n'a pas été ne donné. peut pas combler, Oui, qui est absolument aporétique, une impasse pour lui, cet amour maternel qu'il n'a pas eu au départ. Et ça, je crois que c'est. Et alors. Il va connaître, on parlait de sa dépression post-mort de son père, mais il va connaître comme ça des périodes d'abattement complet, quasi suicidaire. Peut-on parler ou faire le parallèle est-ce qu'il trouve un certain bonheur justement par rapport à ce manque-là dans la philosophie, comme Boès l'a trouvé avec sa consolation de philosophie? Oui, je pense que... de cet ordre-là, peut-être? Je pense que oui. Et notamment chez Simone Veil. Vers Simone Veil, dont il parle là, sur la tension. Simone Veil a joué un rôle absolument fondamental pour dans lui. Sa vie. Comme chez Pierre Magnard, dont il faudra parler également. Oui, tout à fait, y compris dans le choix de la philosophie. Simone Veil a joué un rôle, d'autant que il y a une composante, j'ai découvert à quel point elle était forte chez lui, qui est, vous avez vu dans ma biographie, j'ai un chapitre là-dessus, en découvrant dans ses lettres des archives incroyables sur des lettres qu'il envoie à Suzanne, à son épouse, quand il fait des retraites religieuses, c'est effectivement sa croyance religieuse qui est chevillée au corps, même s'il n'est pas pratiquant, c'est-à-dire que ses enfants ne l'ont jamais vu aller à la messe, c'est pas un croyant pratiquant, mais c'est un peu comme ça que je l'analyse un peu, pour avoir aussi écrit une biographie d'un jésuite qui est Michel de Certeau. Je vois chez lui une espèce de mystique moderne, c'est-à-dire que effectivement c'est une espèce de rapport, d'ailleurs il le dit à Suzanne, à sa femme, de rapport à la divinité direct, sans médiation, sans institution. Mais comme il dit, quand il écrit ses textes, et il n'arrête pas d'écrire, il dit je suis mal à l'aise à mettre le mot fin. Je préférerais mettre le mot merci. Oui. C'est-à-dire, il y a là quelque chose de l'ordre de la croyance chez lui, et en même temps d'une ascèse, c'est-à-dire qu'il y a un côté ascétique et solitaire qui renvoie au mystique moderne, puisque qu'il soit à Stanford, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Vincennes ou à Agen, il passe toutes ses matinées à partir de 5 heures du matin à sa table de travail pour écrire. Il ne décroche qu'à midi. Et là, le rituel est absolument immuable. Et il passe l'après-midi à autre chose, et notamment et c'est lié à entretenir son corps. Et c'est un grand marcheur, vous savez. Il part en montagne avec Pierre Magnard, qui lui fait découvrir ces escapades-là. Tout à fait. Alors Pierre Magnard, on peut en parler effectivement, c'est-à-dire que il va nouer une grande amitié avec Pierre Magnard lorsqu'il va avoir son premier poste universitaire à Clermont-Ferrand. C'est ça. Donc il va enseigner une dizaine d'années à Clermont, il partira qu'en 68 de Clermont-Ferrand, et là, non seulement ils vont beaucoup se voir avec Pierre Magnard, Pierre Magnard va l'initier à l'alpinisme qui va devenir une de ses autres passions avec la mer, et d'autre part, il va aussi vivre un travail collectif à Clermont-Ferrand autour de Villemin, avec Foucault, il me semble. Alors, qui fait pas partie de ce groupe, mais il y aura effectivement Foucault, qui est son collègue, mais qui lui est parisien, et non, plutôt avec Henri Joly, avec Louis Marin. Ils vont faire des séances d'épistémologie collective, où ils vont travailler à la fois sur la philo, mais sur les mathématiques, sur la géométrie, sur comment les grands penseurs du passé ont pensé les sciences. Et là, Magnard va être un proche, et avec Magnard, ils vont aussi être très proches de Foucault, qui vient faire ses cours, qui repart à Paris régulièrement, et ils accompagnent Foucault à la gare. Et on est dans les années 61, 62, 63, 64. C'est un moment où Foucault prépare les mots et les choses. Et vous avez là des discussions avant de prendre le train de Magnard, Serre et Foucault, et que vous allez retrouver en fait, mais sous la plume de Foucault, qui va intégrer justement toutes ces réflexions épistémologiques dans les débuts des mots et choses qui, comme vous savez, paraîtra en 66 et deviendra un best-seller. Et c'est là où d'ailleurs se joue quelque chose qui
va coûter cher à Michel Serres dans sa carrière. C'est qu'il va avoir l'impression, alors est-ce vrai, dans quelle mesure, etc., d'être pillé par ses proches. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il va considérer que Jules Villemin va lui piller, littéralement, dans son livre Philosophie de l'algèbre, son DEA, son DES, plutôt, qu'il avait soutenu avec Bachelard, sur l'algèbre. Et il va lui interdire de continuer à travailler sur l'algèbre, il va lui donner la topologie, etc., comme champ de recherche, parce qu'il l'a pillé dans son livre, qui lui vaut ce livre, son élection à Villemin au Collège de France. Et donc il va se sentir dessaisi, là. Et dessaisi par un rapport qu'il entretenait de proximité avec Jules. Il va vivre la même chose avec Foucault. C'est-à-dire qu'il va publier très très belle recension d'Histoire de la folie de Foucault, qui part en 63. Ensuite, même des mots les choses, en 66, il fait un très très beau compte-rendu, au point que Foucault lui écrit, j'ai lu la lettre, Foucault lui dit, on aimerait écrire que pour toi. Donc, c'est dire que Foucault en a été quand même particulièrement reconnaissant dans un premier temps. Mais il va cesser de dire autour de lui, Michel Serres, que il a été pillé, notamment sur un thème qui fera le succès des mots et les choses, qui est le thème de la mort de l'homme. Or, si vous prenez les cahiers de formation, tome 1 des œuvres complètes de Michel Serres, il écrit en 63, et c'est pas de l'écriture posthume, après, c'est vraiment ce qu'il écrit en 63. 33 ans, et il écrit L'homme est mort. Oui. Et il écrira après les mots et les choses, je l'ai dit, en 63. Donc là, encore, il va se sentir dépossédé de ses intuitions philosophiques. Et évidemment, cela revenant aux oreilles des dits Villemin, Foucault, etc., il va se faire beaucoup d'ennemis. Et quand il va être question de sa carrière, il va trouver, par rapport à ceux qui étaient ses proches, des adversaires redoutables. Alors qu'il était, je vous ai dit, très très proche de Foucault à un certain moment donné. Derrida, c'est pareil. Que quand le centre expérimental de Vincennes se crée après mai 68, à l'automne 68, il y a un département de philo à mettre en place, c'est Foucault qui le met en place, et qui appelle Michel Serres, qui est nommé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'établira à Vincennes, et qu'il achètera une maison au bord du bois. Et là, donc, c'est dire que leur relation était bonne. Or, j'ai des témoignages après, dans l'enquête que j'ai menée, j'ai vu une centaine de personnes, des proches et évidemment la famille, mais des proches de Michel Serres, donc j'ai recueilli leurs témoignages. J'ai vu par exemple Régis Debray, qui m'a dit qu'il était assez copain avec Foucault et copain aussi avec Michel Serres. Et à un moment, Michel Serres aurait voulu se présenter d'ailleurs au Collège de France. Et il avait un soutien qui est quand même un soutien de poids. On est en 75, qui était Claude Lévi-Strauss, dont vous parliez tout à l'heure, qui soutenait sa candidature. Un soutien de poids. Et Michel Serres, voyant que la partie était quand même pas facile, dit à Régis Debray, tu peux pas en dire un mot à Foucault, etc. Bon. Et Régis Debray de me dire, il s'est tourné vers Foucault, qui a levé ses bras, pas question, c'est épouvantable, etc. Et qui en était venu à une détestation de Michel Serres, qui m'a été confirmée encore par Pierre Nora, dont je fais aussi la biographie, et qui écrit dans ses mémoires, il n'a pas publié Michel Serres chez Gallimard, alors que Pierre Nora était avide de tout ce qui, effectivement, comptait dans le domaine de la pensée, pour pas froisser Michel Foucault, car il a été malade qu'il publie Michel Serres. C'est vous dire. Oui. Et Derrida, c'est pareil. Il y a eu un poste, il était copain, là, j'ai trouvé des lettres quand ils étaient coturnes, etc., à l'école normale sup. Derrida demandait les clés du studio de Serres qui lui laissait. Bon, ils étaient vraiment très très amis. Et là encore, voilà, pillage, etc., conflit sur l'origine de la géométrie. Et quand il s'est libéré un poste à l'ENS, où Serres était tout à fait vraiment légitime et que Derrida partait, il a fait en sorte qu'il ne soit pas à l'ENS. Peut-être pouvons-nous nous focaliser du coup sur les amitiés qui ont duré. Nous avons parlé de Pierre Magnard, vous le citez ici d'ailleurs dans un passage très beau, car en 1990, Michel Serres intègre là l'Académie française. Tout à fait. Ce passage est très beau. Pierre Magnard m'a dit qu'il s'en souvenait comme si c'était hier. Vous écrivez... Certes,
Il doit souscrire à l'achat d'une épée, donc Michel Serres, lui le pacifiste passionnel, mais il décide le jour de son intronisation de ne pas la porter. Il confie à son collègue et ami Pierre Magnard, le jour de la réception à la Sorbonne, le pourquoi de sa candidature. Pierre Magnard s'en souvient, citation. « Le jour de l'épée, j'avais participé à son achat. Il me fait entrer dans le grand salon de la Sorbonne, m'embrasse avec chaleur et me dit « J'avais besoin que tu sois là. » Et ajoute « Compte les philosophes universitaires. Ne cherche pas, tu es le seul. Tu vas comprendre pourquoi j'ai accepté de candidater, j'avais besoin d'une revanche. » Et le voilà, à l'Académie française, voisin d'ailleurs du fauteuil de Florence Delègue, nous avons eu la joie d'avoir sur cette antenne. Ça fait qui était son ami du jeudi. C'est ça, son ami des séances fameuses du jeudi. Peut-être un autre ami faut-il aborder ici, au stade où nous en sommes dans cette conversation, François Doss, parce que nous courons la poste. Il s'agit bien sûr de René Girard. Le collègue de l'université de Stanford aux États-Unis. René Girard qui focalise toute sa vie sur un seul sujet, quasiment le désir mimétique, alors que son ami d'en face, Michel Serres, passe son temps, si je puis dire, à faire comme le papillon, à voler de fleur en fleur, comme de sujet en sujet. Absolument. Alors, avant René Girard, il faut rappeler, puisque vous, à juste titre, vous rappelez cette élection, qui n'a pas été si facile d'ailleurs à l'Académie française de Michel Serres, c'est que il avait besoin d'une revanche, parce que il faut savoir que lui, le philosophe, qui est arrivé quand même quasiment premier à l'agrégation de philosophie, en fait deuxième, et à la confession, le président du jury lui dit « Écoutez, Michel Serres, vous comprenez pourquoi vous êtes deuxième. Avec votre accent, vous n'êtes pas exploitable sur l'ensemble de l'Hexagone. » Voilà. Alors, ça c'est son accent et ses incidents sur sa carrière. Mais surtout, après Vincennes, où il n'a pas supporté le climat idéologique et la manière dont le département de philo était géré, il quitte Vincennes. Et il était naturel qu'il soit à la Sorbonne, dans le département de philosophie. Or, à la Sorbonne, là encore, effet des inimitiés, Suzanne Bachelard a dit, moi vivante, Michel Serres n'enseignera jamais dans le département de philo de la Sorbonne. Et il n'est intégré, effectivement, il devient professeur à la Sorbonne, mais en histoire. En histoire. Et histoire des sciences. Or, c'est pas... évidemment, il va faire de l'histoire des sciences, mais il va faire de la philosophie des sciences, mais il était manifestement frustré. Mais il ne se sent pas reconnu, forcément. Exactement. Il n'est pas reconnu là comme philosophe, c'est quand même un scandale. Et d'ailleurs, il va compenser en préparant quelques étudiants de manière bénévole à l'agrégation pour continuer à faire de la philosophie générale par plaisir. Mais c'est aussi là l'occasion pour lui de rencontrer un certain Jacques Monod. Incroyable anecdote, oui. Il faudra lire ça dans votre livre. Tout à fait. Et alors, voilà, il y a quand même un certain nombre de ressentiments tout au long de son parcours, malgré le succès et qu'ont ses livres. Il en a écrit une centaine de livres, malgré la popularité qu'il a acquise, pas seulement par ses livres, mais aussi par le fait que pendant 14 ans, il a fait cette émission à France Info, oui, avec Michel Polaco, homme de radio, au point de communication. Vous savez, de communication. L'Hermès du XXe siècle. Exactement. Là, il l'a totalement réalisé, au point que vous savez que il l'a raconté plusieurs fois, mais ce dont il était le plus fier, c'est que un jour, il prend le taxi à Paris et le chauffeur ne se retourne même pas et l'entend dire l'adresse à laquelle il veut aller avec son accent du sud-ouest et le chauffeur de taxi de lui dire « Je reconnais là mon professeur de philosophie du dimanche », parce que effectivement c'était à France Info, ça passait en boucle tous les dimanches. Voilà, malgré toute cette popularité, ça n'a pas compensé chez lui ce qu'il estimait un déficit de reconnaissance. Était-ce un ressentiment ou cela appartenait-il plutôt à la jalousie, à votre avis, à force de se voir pas forcément reconnu par ses pairs? Il y a les deux, c'est-à-dire que c'est un ressentiment et évidemment ça s'est focalisé sur une jalousie par rapport à la popularité qu'ont acquise ses pairs. Je veux dire, quand on pense à la popularité d'un Derrida, notamment dans le Nouveau Monde aux États-Unis, il en était assez amer. Alors il traitait ça par la plaisanterie. Quand il voyait aux États-Unis, en Californie, des affiches publicitaires parlant de différence, il dit Derrida nous poursuit jusqu'en Californie. Et donc oui, il y avait de cela, bien sûr. Et d'ailleurs, ça nous ramène à la question que vous posiez sur René Girard, parce que René Girard
a été l'organisateur. Je ne savais pas qu'il avait joué à ce point. J'ai appris ça dans la biographie de Benoît Chantre de Girard. Ce rôle en 66 dans ce grand colloque tout à fait fondamental qui a fait l'exportation de ce que les Américains ont appelé la French Theory, qui est le structuralisme aux États-Unis. Et là, vous avez Lacan, vous avez Derrida, vous avez Barthes, etc. Et vous avez Passer. Et il passe à côté. Pourquoi passe-t-il sous les radars ? Une des explications que je donnerais, c'est que il était au cœur du paradigme structuraliste dans les années 60 avec Leibniz, avec les structures mathématiques chez Leibniz, mais en même temps, il était au cœur dans les sciences exactes, dans les mathématiques. Alors que le structuralisme, j'ai écrit une histoire du structuralisme en 2 tomes, bien que la matrice du structuralisme, c'est le cours de linguistique de Saussure, c'est les sciences humaines, c'est la crise de croissance des sciences humaines. Et là, il est un peu décalé, c'est-à-dire qu'il est décalé, mais il se sent là encore démuni de quelque chose dont il se sentait à l'avant-garde, parce que au cœur, évidemment, du structuralisme, il y a la structure, et la structure qui est évidemment d'abord mathématique. Peut-être. Alors René Girard, René Girard, effectivement, va être celui qui va lui permettre d'être reconnu et d'aller passer une bonne partie de son temps d'enseignement aux États-Unis. D'abord sur la côte Est, à Johns Hopkins, et puis ensuite, à partir des années 80, à Stanford. Et j'étais ami au point que quand Serre allait faire ses cours à Stanford, eh bien, il habitait chez les Girard. Oui, c'est Girard. Ça. Donc voilà, c'était à celui qui se levait le plus tôt pour écrire le matin. Et ils se font des joutes de linguistique. Oui, exactement. Voilà, c'est incroyable. Alors effectivement, Serre va faire en sorte de faire élire René Girard à l'Académie française, ce qui va pas faire que des gens contents et des adeptes à l'Académie française, parce que René Girard a une particularité assez étonnante d'ailleurs, c'est que dès que quelqu'un prend la parole, on a l'impression qu'il s'endort. Mais en fait, alors il s'endort, il a les yeux fermés, il semble complètement absent. Mais quand le conférencier termine son topo, il participe à la discussion et on voit qu'il a très très bien intégré tout ce qui a été dit. C'est ça. Il dormait pas autant qu'on ne pouvait le penser. Voilà, bon. C'est ça. Alors beaucoup d'académiciens ont dit on a élu un académicien d'abord qui habite en Californie, qui vient pas à toutes les séances, et en plus aux séances il dort. Mais alors effectivement, ils ont pas mal carburé là sur le dictionnaire, l'un et l'autre, puisque ils habitaient ensemble à Stanford, et évidemment ils ont des personnalités très différentes. Vous le disiez vous-même. Michel Serres disait que son ami René Girard était un sanglier qui forait comme ça la thématique de l'imétisme. D'ailleurs, ça colle à son charisme, à sa carrure, joue dans la mêlée, pour reprendre cette image de rugby chère à Michel Serres. C'est que Michel Serres, lui, il joue plutôt sur les ailes, quoi. Les ailes, voilà. C'est un ailier. C'est un fonceur sur les ailes, quoi. Et lui, effectivement, c'est son animal fétiche quand il était scout. Le renard. Ça, c'est le renard. Donc c'est un renard enthousiaste, c'est ça. C'est son qualificatif. Donc rusé. Donc et rusé. Voilà. Rusé. Il est dans la ruse, dans la métisse, et vous avez donc le renard et le sanglier, mais qui forment effectivement un couple intellectuel tout à fait étonnant, qui ont en commun non seulement leur croyance, leur catholicisme, mais en plus une réflexion portée par le tragique, par la guerre. Et René Girard avait une vision encore plus noire au départ que Michel Serres, mais sur la fin, René Girard était c'est sur son schéma mimétique, mais il a été très inspiré par les thèses de Serres sur la fin, et notamment, et c'est là où je disais qu'il y avait un côté prophétique et 21e siècle de Michel Serres, qui est le livre qu'il publie en 90, le contrat naturel, mais après le contrat naturel, il va y avoir Biogé, il y aura le malpropre, il y aura toute une série de livres qui sont des livres qu'on pourrait regrouper sous la rubrique écologique, conscience aiguë
de notre écosystème, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, et des responsabilités de l'homme par rapport à son milieu d'origine planétaire, et de l'équilibre nécessaire. Et que là, on pollue, on touche la couche d'ozone, on va provoquer des pandémies. Il n'a pas connu d'ailleurs le Covid, mais il l'avait annoncé fondamentalement par notre rapport aux microbes, etc. Et donc, et puis avec des propositions très innovantes, parce que quand vous lisez le contrat naturel, qui doit parfaire ce que Rousseau appelait le contrat social, justement par le fait de dépasser la coupure entre nature et culture, entre la nature et l'homme, et que l'homme devienne soucieux de la nature, eh bien, il préconisait le fait que la nature devienne sujet de droit. C'est ça. Ce qui n'a pas fait que l'unanimité, loin de là. Au contraire, il y a eu une vive controverse dans les années 90. Je pense à Luc Ferry qui lui est tombé dessus de manière très violente. Et mais même des gens de droit et qui étaient proches de Michel Serres étaient pas tout à fait d'accord. J'ai vu par exemple dans mon enquête Robert Badinter qui m'a dit Michel Serres, t'es un bon copain, je l'adorais, mais on pouvait pas le suivre sur mais tous c'est les un sujets. poète, c'est Voilà. pas, je connais rien au droit, etc. Sans quoi tous ne partagent pas ce point de vue, et je pense à quelqu'un que j'ai vu qu'il était dirigeait le Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, et Fabius qui a été un étudiant de Michel Serres, qui est devenu un ami de Michel Serres, et Michel Serres disait que c'était l'étudiant sans doute le plus brillant qu'il ait jamais eu. Fabius qui dans le cadre de la préparation de la COP à Paris, de la COP 21, a sollicité Michel Serres et était très attentif à cette notion de nature transformée en sujet de droit. Il dit non, on y vient, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus central dans les enjeux qui ne sont plus des enjeux nationaux, mais qui sont des enjeux planétaires, et qui nécessitent justement ce que, je sais pas, Bruno Latour appelle le Parlement des choses. Peut-être pour finir, pouvons-nous finir par deux extraits. Le premier, évidemment, tiré de votre ouvrage, donc La joie de savoir, Michel Serres, chez Plomb, et peut-être aussi un autre, de la plume justement de Pierre Magnard, qui écrit ici, tiré dans cette revue, donc hommage à Michel Serres, c'est publié, vous savez, la revue de la philosophie de la France et de l'étranger. À ma question lancinante sur ces lendemains dont on ne pouvait être sûr qu'ils seraient meilleurs qu'aujourd'hui, Michel Serres me renvoyait au final de ce qui est à mes yeux son livre testament, citation. « Sous un ciel d'une immensité sans pareille, sur une terre dont nous venons d'acquérir une connaissance globale émouvante, en attente peut-être d'un Dieu indéchiffrable, qu'attendons-nous pour inventer non point un second humanisme, mais l'humanisme comme tel, puisque pour la première fois dans le processus millionnaire de l'hominisation, nous avons les moyens scientifiques, techniques et cognitifs de lui donner un contenu fédérateur non exclusif, enfin digne de son nom. » Ça, c'est tiré de Hominescence. Ce livre se voulait, dit Pierre Magnard, la dédicace de mon exemplaire l'indique, une réponse à mes questions à l'humanisme, réponse combien éclairante à mon anxieuse interrogation. La pleine réalisation de l'homme était, selon lui, devant nous. On voit encore un optimisme et le souci de porter son lecteur comme son semblable vers l'avant, en dépit des problèmes du temps qu'il faut pouvoir surmonter. Est-ce que cela coule pour vous, François Dos, avec ce que vous écrivez plutôt vers la fin de votre ouvrage? L'optimisme qu'il a manifesté à propos des réseaux sociaux dans Petite Poussette a perdu toute naïveté au soir de sa vie. Il affirme qu'il y a bien une crise de la vérité, une réelle force du faux comparée au vrai, et aujourd'hui on le voit dramatiquement dans ce qu'il se passe en février et mars 2025 dans le monde. Donc une réelle force du faux comparée au vrai, parfois on ne sait même plus où est le vrai du faux, ne faisant son chemin que lentement et péniblement, alors que les fausses nouvelles se répandent à grande vitesse, citation de Michel Serres, ce qu'il faut transmettre, conclut-il, 3 choses, la vérité, l'humanité, la bienveillance. C'est un mot d'espérance pour vous quand vous êtes tombé sur cette ligne au point de le mettre en conclusion de votre ouvrage ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut rester effectivement dans la bienveillance de l'accueil et puis de faire en sorte de faire valoir des valeurs humanistes pour que l'homme justement aille vers pas seulement individuellement, à titre individuel, mais à titre collectif, vers une émancipation de ses capacités, de sa créativité, de son accomplissement. Je crois que l'itinéraire de Michel Serres va par là, c'est-à-dire que vers l'humanisme, ce qui n'était pas tout à fait le cas de son cadre philosophique au départ, puisque qui dit structuralisme pur et dur, se donnait comme un anti-humanisme dans les années 60. Or, il termine avec des livres qui s'appellent Récits humanistes, où vous le citiez, omniscence, c'est-à-dire l'homme qui est en construction, qui est voilà. Donc il y a un pari sur l'avenir et un pari sur des forces vitales, des forces émancipatrices, mais tout en sachant que il y a le faux, tout en sachant qu'il y a des épreuves, tout en sachant qu'il y a des périodes de régression. On le voit d'ailleurs, je parlais d'évoquer son pacifisme passionnel. Chez lui, il n'a pas vécu là la dégradation que l'on connaît sur le plan de la guerre. Oui. Il louait le fait qu'on avait construit en Europe un espace de paix qui n'a jamais duré autant de temps. C'est en train d'être remis en cause aujourd'hui. Et ça, effectivement, bon, c'est une épreuve très lourde par rapport à... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas justement continuer à croire dans la construction de la paix. Et évidemment, au contraire, avec encore plus de force. Et c'est là où Michel Serres est un optimisateur et une ressource pour penser justement cette action vers le mieux, vers les forces du cerveau créative dans lequel il a été. Vous savez que, on terminera peut-être par là, il y avait une anecdote qui est aussi très significative sur la lutte du bien et du mal. C'est quand il a fait son service militaire, il était sur pendant la crise de Suez, sur le Richelieu, je crois, hein, et il était invité, élève officier par le pacha ou un amiral, je sais pas. L'amiral, voilà, c'est ça, je crois que c'est un amiral qui a des jeunes comme ça autour de lui. Et puis il discute comme ça, et puis il dit à Michel Serres, je me suis laissé dire que vous faisiez un peu de philo, alors il dit oui, un peu, et l'amiral dit à l'Assemblée, là, est-ce que autour de la table vous connaissez le mal? Et ils disent tous non, et puis Michel Serres dit oui, c'est le mal, moi je l'ai rencontré, il est pas loin. Bon, alors tout le monde est étonné, il se lève et il dit, mais suivez-moi, je vais vous le montrer. Donc il arrive sur le pont du bateau, et il montre à l'amiral et aux autres les canons. Donc, voilà le mal. Bon, merci. Vous ne pouvez pas faire carrière à Naval en pensant cela, évidemment. Merci François Dos. Merci à vous. Pour garder la jeunesse, il n'y a que 3 moyens, et 3 seulement. Il y en a un qui est très connu, qui est très cher et qui ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle le cosmétique, qui peut aller de la chirurgie esthétique jusqu'au badigeon d'hiver. Quelle que soit la technique utilisée, elle ne sert à rien pour réparer des angles d'irréparable outrage. La deuxième technique est déjà un peu moins chère, un peu moins connue, et elle est peu utilisée, c'est de faire des exercices, c'est-à-dire de se lever de bon matin, d'aller marcher 2 heures par jour, de vivre au grand air, et ainsi de suite, c'est-à-dire de faire des exercices. Déjà, ce moyen-là demande une morale. Mais le troisième moyen de rester jeune, le premier n'est pas efficace du tout. Le second est un peu efficace, car on voit en effet des vieillards verts qui ont encore bon pied bon oeil et qui savent marcher ou escalader les parois. Le troisième moyen est absolument gratuit et totalement inconnu. Et jamais je n'ai rencontré un médecin qui le conseille à ses patients. C'est tous les jours lire un texte un peu difficile. Et tous les jours écouter un raisonnement un peu difficile. Et tous les jours faire un effort intellectuel. Parce que la vieillesse, c'est toujours le gâtisme.
Et donc, je m'adresse maintenant aux téléspectateurs. Si depuis 30 ans, vous regardez à la télévision les téléfilms que l'Amérique nous envoie pour s'assurer de la débilité profonde de toute l'humanité, vous êtes un état de vieillissement foudroyant. Et si au contraire, au lieu de regarder ça, vous prenez un livre un peu difficile, par exemple celui-là, oui, un peu difficile, et que vous essayez de comprendre une seule page pendant 10 minutes, vous êtes sûr de rajeunir. Et ça, c'est parfaitement gratuit, c'est parfaitement inconnu, mais c'est parfaitement efficace. C'est-à-dire que le vrai secret de la jouvence, oui, il est dans la tête. Alors donc, plus de téléfilms à la mode américaine, lisez donc des livres, et je le répète, difficiles, pas des livres faciles, apprenez des choses difficiles. Alors, le cosmétique peu, l'exercice assez, l'intellect beaucoup. Merci Michel Serres.